Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est le nom qui a le plus fait réagir quand le Premier ministre François Bayrou a dévoilé son gouvernement le 23 décembre. Celui de l'ancien Premier ministre de François Hollande, Manuel Valls, 62 ans, au poste de ministre des Outre-mer. Réaction très virulente à gauche, où Manuel Valls est considéré comme un traître depuis son ralliement à Emmanuel Macron en mars 2017, alors qu'il venait de participer à la primaire socialiste. Le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, l'a par exemple qualifié de « risé pour la France entière ». Fin de citation. Qui est Manuel Valls? Quel a été son parcours politique? Pourquoi son entrée au gouvernement a été autant critiquée à gauche? Réponse aujourd'hui dans Code Source avec Marcelo Westfred du service politique du Parisien. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Manuel Valls est nommé par François Bayrou ministre des Outre-mer juste avant Noël, le lundi 23 décembre. Marcelo Westfred, ça entraîne des réactions parfois très virulentes à gauche. Oui, il est vu comme un traître, certains disent c'est la loose, c'est pas possible, il n'est pas de gauche. Il y a même un député qui dit non, moi j'avais lancé son nom mais en rigolant, c'était une blague pour dire qu'effectivement il pouvait aller chercher quelqu'un comme Manuel Valls. En fait c'est une levée de bouclier, il est vraiment vu comme un paria à gauche. Monsieur le ministre, cher François-Noël Buffet, mesdames, messieurs, mes premiers mots sont, et vous le comprendrez, pour Mayotte et pour les Mahorais. Alors pour comprendre pourquoi cette nomination a autant fait parler et pourquoi les réactions à gauche ont parfois été très dures, on va résumer aujourd'hui qui est Manuel Valls, quel a été son parcours politique. Manuel Valls est le père de 4 enfants, il est divorcé et remarié, il est né le 13 août 1962 en Espagne, à Barcelone. Il grandit à Paris. Marcelo Westfred, qu'est-ce qu'on sait de son enfance et de son milieu ? Alors il naît dans une famille d'artistes, en tout cas qui fréquente beaucoup d'artistes. Le papa est peintre catalan. Il grandit dans une maison qui est au cœur de Paris. Il y a des écrivains, des artistes qui passent tout le temps. Il baigne dans cette ambiance-là. C'est une famille dont le grand-père était banquier, l'arrière-grand-père aussi. Il y a aussi un membre de la famille qui a créé l'hymne du Barça. On est des fervents supporters du Barça dans cette famille. On aime le ballon rond. Et il grandit dans cette ambiance-là qui est assez éloignée de la politique. Manuel Valls prend la nationalité française en 1982, quand il a 20 ans, et à ce moment-là, il a déjà sa carte au mouvement des jeunes socialistes depuis 2 ans, et pendant ses études, il fait des rencontres qui seront importantes pour la suite de sa carrière. Oui, alors son parcours politique, il débute à la fac de Tolbiac, où il fait des études de droit, et il rencontre à ce moment-là 2 personnes qui vont être ses amis, ses compagnons de route toute la vie, Stéphane Fuchs, qui deviendra l'un des papes de la communication, et Alain Bauer, le futur criminologue, très connu aussi, et c'est avec eux qu'il commence en politique dans les cercles rocardiens. L'idée à ce moment-là, c'est de lancer, soutenir Michel Rocard contre, à l'époque, François Mitterrand, et c'est dans ce contexte-là qu'il fait ses premières armes. Il va être conseiller aux affaires étudiantes de Michel Rocard quand celui-ci est Premier ministre entre 1988 et 1991. Il sera aussi conseiller en communication du Premier ministre Lionel Jospin à partir de 1997. Il est conseiller régional d'Île-de-France depuis 1986 et en 2001, Marcelo Westfred, il se fait élire maire d'Évry dans l'Essonne. À partir de là, il se fait remarquer en tant qu'élu de terrain. Alors il faut rappeler qu'il tente d'abord sa chance dans le Val d'Oise, à Argenteuil. Il essaye de s'implanter, il n'y arrive pas. Et il va ensuite à Évry. Et là, en revanche, il réussit à devenir maire et il va s'implanter, va se faire une réputation de maire de terrain, énergique. Il met en place des caméras de surveillance. La police municipale, il la renforce. Il met en place un certain nombre d'éléments qui vont constituer ensuite son identité et sa base électorale où il sera réélu pendant un certain nombre d'années. En octobre 2011, Manuel Valls participe à la primaire socialiste en vue de la présidentielle 2012. Les principaux candidats sont François Hollande et la maire de Lille, Martine Aubry, qui vont se qualifier pour le second tour. Lui est éliminé au premier tour. Il termine dernier.
Oui, c'est un énorme échec, d'autant qu'il avait, les années précédentes, cultivé un discours qui lui permettait d'être assez présent dans les médias, qui était un discours appelant à une rénovation du Parti Socialiste. Il voulait même changer le nom du Parti Socialiste. On l'entendait beaucoup. Et donc, ce 5%, parce qu'il fera 5% seulement, est un terrible échec. Et pourtant, et c'est là où un trait qu'on retrouvera beaucoup dans sa carrière, il arrive à rebondir très vite, puisqu'il va tout de suite se rallier à François Hollande. Bonne pioche, puisque François Hollande deviendra président de la République. Et il va rentrer dans l'équipe de campagne de François Hollande pour gérer sa communication. Marcelo Westphred, en mai 2012, quand François Hollande est élu président, Manuel Valls est nommé ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Pourquoi ce choix ? C'est un élu de terrain, c'est quelqu'un qui, à Évry, a incarné un discours plutôt de fermeté. Il ne fait pas partie de ces socialistes qu'on a pu taxer d'angélisme sur ces questions régaliennes. Et puis surtout, il a su se rendre indispensable auprès du nouveau chef de l'État. Et c'est comme ça qu'il se retrouve ministre de l'Intérieur et qu'il va se faire pendant 2 ans un nom. En mars 2014, après la défaite de la gauche au municipal, Jean-Marc Ayrault démissionne et François Hollande nomme Manuel Valls Premier ministre. Cher Manuel, une nouvelle étape commence. Le président de la République a décidé de vous nommer Premier ministre. Il a 51 ans. Pour Manuel Valls, c'est une consécration. C'est quelqu'un qui n'a fait que de la politique toute sa vie, qui a des ambitions. Il ne s'en cache pas. Il s'est présenté à la primaire, c'est-à-dire qu'il avait des ambitions présidentielles. Il va les affirmer au fil du temps, d'autant que à l'intérieur, ça se passe bien. Donc, il se sent pousser des ailes. Il se dit qu'à Matignon, ça va être l'étape vers l'Élysée. Mais ça ne se passe pas comme prévu. C'est plus difficile. Et il va reconnaître là les premières résistances. Mais il veut incarner le renouveau de la gauche. Et il a à ce moment-là des ambitions de plus en plus affirmées. Quelques mois plus tard, au mois d'août 2014, il y a un remaniement ministériel. Un ancien banquier d'affaires est nommé ministre de l'économie, un certain Emmanuel Macron, qui a 15 ans de moins que lui. À l'époque, Emmanuel Macron est inconnu du grand public. Il a juste été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Sauf que il faut remplacer Arnaud Montebourg qui s'est fait virer. Et à ce moment-là, Manuel Valls a l'idée d'enrôler ce jeune conseiller brillant qui connaît très bien François Hollande et de donner un peu de modernité à son gouvernement. Il enrôle à ce moment-là Emmanuel Macron. Ils deviennent très vite, tous les deux, rivaux. Très rapidement, la rivalité s'installe parce que la modernité que voulait incarner Manuel Valls, c'est Emmanuel Macron qui va essayer de l'incarner. Et quelque part, au fil des mois, elle va ringardiser ce Premier ministre qui se voulait l'homme de la rupture, de la nouveauté. Et on a un Emmanuel Macron qui utilise finalement les mêmes outils. Il est omniprésent. Sur l'économie, il se montre social-libéral, ce qui était le positionnement de Manuel Valls. Et là où le Premier ministre se durcit dans l'exercice du pouvoir, Emmanuel Macron va se montrer quelqu'un de souriant, de rond, prêt au compromis. Les deux personnages commencent à s'opposer dans l'opinion publique. La cote de popularité du Premier ministre s'effondre, pendant que celle du jeune ministre de l'économie s'envole. En 2016, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, défend une loi sur le travail dont le but est d'améliorer la compétitivité des entreprises. Mais Manuel Valls, en tant que Premier ministre, décide de faire passer le texte sans vote avec l'article 49.3 de la Constitution. Mesdames et messieurs les députés, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'ai donc décidé d'engager la responsabilité du gouvernement. Emmanuel Macron le vit très mal. Pourquoi ? Parce que le ministre de l'économie passe ses jours et ses nuits à l'Assemblée nationale, il tente des deals, y compris avec les communistes. Il se dit qu'il peut faire passer cette loi et puis il commence à avoir des ambitions présidentielles et il veut faire de cette loi une sorte de vitrine de sa façon de fonctionner, une sorte d'anti-Valls dans la méthode. Et le Premier ministre n'est pas dupe, il voit bien la manœuvre et donc quelque part il s'aborde un petit peu cette manœuvre en prenant la loi et en la faisant passer au 49.3, un passage en force. C'est une énorme frustration pour Emmanuel Macron qui voulait en faire une victoire politique et puis c'est vraiment le début d'une rupture entre les deux hommes. Et d'un mot, à ce moment-là, Manuel Valls critique presque ouvertement Emmanuel Macron. Oui, ce qui était une rivalité devient une animosité. Et là où on devait avoir une loi Macron 2, une loi Croissance 2, Manuel Valls décide de ranger ce projet et de faire ce qu'on appellera la loi El Khomri, la loi travail, qui elle aussi passera par le 49.3.
Manuel Valls est en responsabilité à Matignon pendant les attentats de 2015, attentats contre Charlie Hebdo le 7 janvier, puis les attentats de Paris et Saint-Denis le 13 novembre. Les questions de laïcité divisent la gauche. À cette période, Marcelo Westphred, le Premier ministre Valls, avance l'idée qu'il y a deux gauches irréconciliables. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Manuel Valls est le premier à théoriser l'idée que la gauche, qui pouvait apparaître comme un bloc, est traversée par une fracture qui n'est pas seulement sur les questions économiques, le collectivisme, la société de marché, etc. Non, elle est traversée aussi par un clivage, un divorce sur la question des valeurs et notamment de la laïcité. Il va dénoncer l'islamo-gauchisme, qui est à l'époque un terme assez nouveau, pour dénoncer, selon lui, le mariage d'une partie de la gauche avec l'islamisme, avec une sorte de clientélisme des quartiers. Et cette théorie, qui est au début assez minoritaire, elle va finalement être assez centrale dans le débat public. Toujours à cette période, en 2016, alors que le mandat de François Hollande va s'achever en 2017, Manuel Valls conseille au président de ne pas se représenter. En août 2016 paraît un livre qui va avoir une répercussion majeure, qui est un livre de 2 journalistes du Monde, « Un président ne devrait pas dire ça », dans lequel on découvre que le chef de l'État a parlé pendant des mois et des mois avec 2 journalistes, y compris en publiant des documents secret défense. C'est quelque chose qui va choquer énormément Manuel Valls, qui en parle encore aujourd'hui. Et ça crée une rupture, cette fois-ci, entre le chef de l'État et son Premier ministre, qui se dit que le chef de l'État n'est pas en mesure de se représenter, il est très bas dans les sondages, et surtout, il y a une divergence sur la façon d'incarner cette fonction, et c'est à ce moment-là que se précise dans la tête du Premier ministre le projet de se présenter lui-même à l'élection suprême. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir pour vous faire connaître la décision que j'ai prise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Quelques semaines après cette annonce surprise, Manuel Valls participe à la primaire socialiste en vue de la présidentielle 2017. Nouvel échec, il perd au second tour le 29 janvier 2017 face à Benoît Hamon qui a une ligne beaucoup plus à gauche que lui. C'est un fiasco, cette campagne de la primaire. D'abord, il arrive sans programme, ce qui peut paraître étonnant pour quelqu'un qui, depuis des années, avait voulu incarner une sorte de renouveau, de rupture par rapport au Parti socialiste. Sa campagne est un vrai chemin de croix, il est assez impopulaire, ça se passe pas bien, les salles ne sont pas remplies, il est sifflé dans les meetings, il reçoit un jet de farine à Strasbourg, il reçoit même une gifle lors d'un déplacement, tout ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux, et au final, c'est un échec. La mise en scène ne trompe personne. La poignée de main est courte. Visage figé de Manuel Valls, comme de Benoît Hamon. L'image est censée symboliser la réconciliation entre les deux gauches. Elle raconte tout le contraire. Il est battu à plate couture. Benoît Hamon fait quasiment 60% des voix au second tour, sur une ligne très divergente de la sienne. Et surtout, le règlement de la primaire incluait le fait de soutenir celui qui serait le vainqueur. Or, Manuel Valls très rapidement dit « ça, c'est pas ma ligne, Benoît Hamon », et refuse de le soutenir. À ce moment-là, il est vu par une partie de l'électorat socialiste comme un traître. Et 2 mois plus tard, le 29 mars 2017, Manuel Valls fait savoir qu'il va finalement voter Emmanuel Macron à la présidentielle, alors qu'il s'était engagé à soutenir le vainqueur de la consultation interne au PS. Marcelo Westphred, est-ce qu'Emmanuel Macron le récompense d'une façon ou d'une autre pour ce soutien ? Alors, il ne lui donnera pas d'investiture pour les législatives qui suivront la présidentielle. En revanche, il finira par ne pas lui mettre de candidat en marche face à lui. En revanche, tous les lieutenants de Manuel Valls sont, eux, laissés à l'abandon d'une certaine façon. Aucun n'est récupéré par le nouveau pouvoir. Emmanuel Macron est élu président le 7 mai. Pendant les législatives qui suivent, Manuel Valls, qui rêvait de l'Élysée, lui aussi, se fait réélire député de l'Essonne, de justesse, à moins de 200 voix près. Dans les mois qui suivent, Manuel Valls déprime et au printemps 2018, sa deuxième épouse, la violoniste Anne Gravoin, le quitte après avoir découvert à la une de Closer sa liaison avec une députée macroniste. Marcelo Westphred, pendant l'été qui suit, donc l'été 2018, Manuel Valls fait le choix de partir vivre dans le pays de son père, l'Espagne, en Catalogne. Il a une ambition,
devenir maire de sa ville de naissance, Barcelone. Alors là, c'est la surprise générale, puisque lui qui avait brigué les plus hautes fonctions en France se retrouve à faire ses adieux à la politique française et à tenter un pari un peu fou qui consiste à aller briguer cette mairie de Barcelone sur un positionnement anti-indépendantiste revendiqué. Et là encore, nouvel échec, puisque finalement il arrivera 4e et au terme d'une élection qu'il vaudra à son parti d'ailleurs d'être condamné sur place pour financement illicite. C'est donc un fiasco et il rentre en France en 2021. Au passage, il s'est remarié avec Susana Gallardo, une riche héritière d'une société pharmaceutique catalane. Et quand il rentre en France, Marcelo Vesfred, il devient chroniqueur sur BFM TV. C'est une façon de continuer à exister, c'est ça? Oui, c'est quelqu'un qui a toujours aimé les caméras, aimé être dans la lumière, donc ce passage à vide est difficile. Et puis, il a besoin de commencer à remettre un pied dans la vie politique française et il va faire ce que beaucoup d'anciennes gloires de la politique font, c'est-à-dire chroniqueur à la télévision, le temps de trouver une porte de sortie. Emmanuel Macron se fait réélire le 20 avril 2022. Les législatives sont organisées les 12 et 19 juin. Marcelo Vesfred, Manuel Valls tente un retour. Il est candidat dans une circonscription des Français de l'étranger. Alors d'abord, il avait dit au revoir aux Français, à la vie politique française, et on le retrouve à nouveau candidat. Donc ça suscite un certain nombre de sarcasmes. Et en plus, le résultat est catastrophique parce que lui, Manuel Valls, avait l'étiquette macroniste. Or, il est battu par un dissident qui était le candidat sortant macroniste qui l'emporte. En mars 2023, il critique violemment Emmanuel Macron dans une tribune qu'il signe dans Le Figaro. Dans ce texte, il prône carrément un accord de coalition avec la droite, entre les macronistes et la droite, pour pouvoir gouverner et non pas rester dans une logique de débauchage où des personnalités de droite, des transfuges, arriveraient et seraient englouties dans une sorte de magma macroniste. En 2024, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée le 9 juin suite à l'échec de son camp aux élections européennes. Manuel Valls ne se présente pas aux législatives anticipées, mais quelques jours avant le scrutin, il co-signe une tribune dans le journal Le Monde, tribune qui renvoie dos à dos le RN et la France Insoumise avec ce titre « Notre voix ne se portera ni sur un candidat RN, ni sur un candidat LFI ». Manuel Valls est au fond le théoricien de ce qu'on appellera plus tard l'arc républicain, c'est-à-dire qu'en développant l'idée qu'il y a deux gauches irréconciliables, il pointe du doigt le fait qu'une partie de la gauche, pour lui, n'a pas droit de citer, ou en tout cas n'est pas sa gauche, et il condamne notamment tous les propos de Jean-Luc Mélenchon. Il dénonce une dérive islamo-gauchiste, il considère que son antisionisme à cette frange de la gauche est en fait un antisémitisme déguisé, et donc il va mettre sur un pied d'égalité le Rassemblement national et la France insoumise. Fin 2024, le 9 novembre, dans Le Parisien, Manuel Valls attaque une nouvelle fois Emmanuel Macron, cette fois sur sa gestion de la crise politique en Nouvelle-Calédonie, crise à l'origine d'émeutes violentes au mois de mai qui ont fait 14 morts, dont 2 gendarmes, et les mots de Manuel Valls sont très forts. Le dossier lui est extrêmement cher parce qu'il s'en est beaucoup occupé comme Premier ministre, que par ailleurs, c'est un dossier sur lequel ses deux mentors, Michel Rocard et Lionel Jospin, ont signé des accords historiques, accord de Nouméa, accord de Matignon. Donc quand il voit le chef de l'État s'en occuper, et s'en occuper comme il s'en est occupé, c'est quelque chose qui va le révulser. Il va parler dans cette interview au Parisien d'entêtement imbécile et criminel. Les mots sont d'une extrême violence. Il considère qu'Emmanuel Macron n'a pas à s'occuper de ce dossier, que par ailleurs il s'en occupe mal. Une attitude qu'il va juger jusqu'au boutiste. Et il considère que ce dossier doit être géré, comme toujours, par les premiers ministres, et ce n'est pas à l'Élysée de s'en mêler. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le lundi 23 décembre, François Bayrou fait donc appel à lui pour le ministère des Outre-mer. François Bayrou, à ce moment-là, cherche à constituer un gouvernement de personnalités fortes, de poids lourds. Alors il se tourne vers cet ancien Premier ministre qui, ça tombe bien, veut revenir en politique et qui, du coup, accepte et fait un retour inattendu. 6 ans après avoir quitté la vie politique française, il se retrouve dans cette équipe avec une autre ancienne première ministre qui est Elisabeth Borne, à un rang protocolaire élevé. Il est numéro 3 avec un titre de ministre d'État. C'est un retour inespéré pour lui ?
inattendu, d'autant que on l'a souligné avec Emmanuel Macron, ça a été en permanence une relation faite de « je t'aime, moi non plus », de rapprochement, de critiques. Ces deux hommes-là sont en fait assez proches sur le fond, mais leurs personnalités n'ont cessé de s'entrechoquer. Et là, il revient sur un poste important. On l'a dit, quand on apprend l'entrée de Manuel Valls au gouvernement, les réactions sont parfois très virulentes à gauche. Dès le lendemain, le 24 décembre, le nouveau ministre des Outre-mer est l'invité de la matinale de France Inter et un auditeur l'insulte à l'antenne. Je voudrais dire à M. Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Comment il réagit à cette attaque vulgaire ? Il ne s'y attarde pas outre mesure. Il s'attendait de toute façon à des réactions vives. Moi, je suis frappé quand même d'une manière générale par le climat de violence, d'hostilité à l'égard des responsables politiques, mais parfois aussi entre les Français. Je l'avais rencontré 10 jours avant sa nomination. Il était assez conscient de son impopularité, et d'ailleurs il ne pensait pas revenir à une campagne électorale en France. Donc il s'attendait à ça sans doute, et puis c'est un battant, c'est quelqu'un qui sait que de toute façon le ministère des Outre-mer peut lui permettre de tourner la page, de montrer autre chose. Il se trouve par ailleurs qu'il y a des dossiers extrêmement brûlants sur le plan régalien, sécuritaire, social dans ce ministère-là. C'est évidemment la Nouvelle-Calédonie, c'est les Antilles, c'est le cyclone Chido qui a dévasté l'archipel de Mayotte. Et donc, il sait que ce sont des dossiers difficiles, mais sur lesquels l'opinion publique l'attend. Et donc, il y voit comme un défi pour justement pouvoir tourner la page, montrer à nouveau qu'il sait exercer le pouvoir. Est-ce qu'on sait ce qui pousse Manuel Valls à continuer la politique malgré tous les revers qu'il a vécus ? Comme le disait l'un de ses amis, Manuel Valls est un homme qui a été dans le combat politique toute sa vie. Il n'a jamais fait autre chose que la politique, les campagnes électorales, les batailles d'opinion, d'appareils. Donc, il a eu des traversées du désert, il a eu des échecs, et c'est quelqu'un qui pense qu'il est passé à côté de son destin. Donc, quand cette porte s'entrouvre, il fonce avec une énergie démultipliée, avec un sens de la communication qui est très fort, avec beaucoup d'expérience. Il espère pouvoir redorer son image qui est en ce moment assez dégradée. Merci Marcelo Westfred. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Grosis et Clémentine Spiller. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite également à écouter le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.